Yorana Anege, bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler de la figure de proue de l'archéologie en Polynésie française, le CIRAP, ou le Centre international de recherche archéologique de Polynésie, présenté par Guillaume Moll, directeur du CIRAP, et Eric Comte, fondateur du CIRAP et prof émérite, Yorana. Fiona. Et de l'autre, Anatawari Tamarii, chef de la cellule archéologique de la DCP et doctorant au CIRAP, avec Théo Timper, doctorant du CIRAP, Yorana. Fiona. Alors, on va commencer par les bases du CIRAP qui ont vu le jour grâce à 3 hommes, dont Eric Comte, présent sur notre plateau. Est-ce que tu peux nous raconter cette création du CIRAP, Eric? Oui, je vais essayer d'être rapide quand même. Oui, en fait, il faut remonter à l'an 2000, où nous avons décidé, avec mon collègue Patrick Kirsch, d'organiser une conférence à Tahiti de bilan et de prospective. Et nous avons commencé à partir de ce moment à faire différents projets au Gambier, à différents endroits comme ça. Et on a travaillé de manière plus intensive, donc avec d'autres chercheurs, notamment Atul Anderson. Et on a eu envie, on a eu le besoin aussi, puisque tous ces collègues étaient intéressés par la Polynésie, de créer une structure qui nous permette à la fois de mener des travaux en commun, mais aussi de retrouver des ressources, c'est-à-dire que chacun dans son pays pouvait demander des moyens pour travailler, d'accueillir des étudiants, etc. Et presque 25 ans plus tard, eh bien, on en est là, disons. Voilà. Presque 25 ans plus tard, Pas, on en est là. pas Et du CIRAP, hein. presque. Oui. Et du coup, Guillaume, depuis peu, tu es directeur du CIRAP. Qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie finalement? Moi, j'ai eu la chance d'être un des premiers doctorants affiliés au CIRAP quand je suis arrivé à l'Université de la Polynésie française en 2007. Mhm. Et depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai conduit différents travaux dans les différents archipels, aux Marquises, au Gambier, au Tuamotu. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui de prendre la succession d'Éric à la direction du centre et de continuer le travail qui a été accompli depuis 2007. Alors, on parle du CIRAP, le Centre international de recherche archéologique de Polynésie. Donc, on voit de quoi ça parle, mais est-ce que tu peux nous rappeler, Guillaume, les missions du CIRAP, s'il te plaît? Alors, les missions du CIRAP, c'est d'une part, comme le disait Eric, de regrouper l'ensemble des chercheurs, que ce soit des chercheurs de Polynésie française ou de la région Pacifique, voire même de métropole, ensemble, c'est-à-dire des chercheurs qui sont intéressés pour développer des programmes sur les archipels de Polynésie française, et ensemble de répondre à des appels de financement, de monter des programmes de recherche qui parfois durent plusieurs années, et puis de créer un groupe de travail avec différents spécialistes qui vont intervenir à différents moments de nos travaux. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi de donner un cadre, une structure pour former les nouvelles générations et les futures générations d'archéologues. Donc ça permet aussi la mobilité des étudiants, ça permet d'avoir des étudiants et des doctorants à l'Université de la Polynésie française ici, mais également de faire venir éventuellement des doctorants de la région Pacifique qui sont intéressés pour apprendre le métier ici. Et en parlant de doctorants, justement, je me tourne vers Théo Tim. Quel est ton rôle au sein du CIRAP? Donc moi, je suis doctorant, donc je suis arrivé l'année dernière à l'UPF. Mon rôle, comme dit Guillaume, c'est aussi de participer et de me former au métier d'archéologie dans le Pacifique, plus Mhm. particulièrement en Polynésie. Et avant d'arriver, moi j'ai travaillé donc sur la région du Pacifique depuis la métropole. Et j'ai eu la chance d'avoir été accepté en tant que doctorant à l'Université de Polynésie française et de pouvoir travailler et me former ici et de comment pouvoir profiter du CIRAP et des locaux de l'UPF. C'est une passion que tu avais déjà enfant et qui t'a mené petit à petit vers le CIRAP ou est-ce que c'est un petit peu arrivé par hasard? Comment ça s'est passé? Ah, il y a un peu des deux. Quand j'étais Mhm. enfant, je voulais être paléontologue. Donc du coup, c'est un petit peu décalé. Maintenant, c'est de l'archéologie, mais c'est tout aussi passionnant. Mhm. Et on est toujours dans un milieu similaire, c'est-à-dire on va fouiller le terrain, on va travailler sur des livres. Donc le, le rapport est quand même similaire au milieu professionnel. Et on va parler un peu plus tard des différents travaux que les doctorants ou les scientifiques du CIRAP vont mener. Là, je me tourne vers un joker, on va dire, c'est Anatawari. Tu es à la fois au CIRAP et tu es aussi à la DCP, donc chef de la cellule archéologique. Comment est-ce que tu travailles dans les deux entités finalement? Ouais, effectivement, j'ai cette double casquette, hein, donc il y a ma partie doctorant et donc la partie où j'occupe un emploi, hein, donc contrairement effectivement à l'exemple de Théo Tim,
qui donc se concentre principalement sur ses recherches. Mhm. Voilà, moi, j'ai ce double rôle-là. Et au sein de la DCP, effectivement, j'ai comme mission, en fait, de mener d'une certaine manière des opérations donc, archéologiques avec pour principal donc, partenaire le CIRAP. Donc, voilà, j'ai cette double casquette, mais qui change pas grand-chose au final, hein. Comment, un peu la même question que Théotime, comment la vie t'a mené sur le chemin du CIRAP et de la DCP? Alors, Beaucoup de la- hasard ou une volonté propre? non, une volonté propre. L'archéologie, c'est un virus qu'on attrape assez tôt, généralement. Donc moi, ça a été mon cas. D'origine marquisienne, j'ai rapidement donc, parcouru les vallées marquisiennes et on se rend bien compte là-bas, comme dans presque toutes les îles hein, du Pacifique, que les vestiges, ben, il y en a partout. Et donc à ce moment-là, voilà, j'avais dit à mon papa que je voulais m'occuper de ces sites-là qui étaient complètement laissés à l'abandon. Et c'est lui qui m'avait dit, ouais, bah, ça c'est être archéologue. Et voilà, la vie a fait que bah, je le suis devenu avec un peu de volonté. Ouais. Donc vous avez vraiment un réel rôle de préservation avec la cellule d'archéologie de la DCP alors. Oui, alors la DCP, c'est elle qui a la mission hein, en matière de service public de préserver donc, ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine archéologique, mais également historique, hein, industriel de la Polynésie française. Et au sein de cette cellule, on est plusieurs agents, alors pas non plus assez hein, pour assurer un service public véritable et surtout à l'échelle d'un territoire aussi vaste que l'Europe. Mais en tout cas, on a pour mission de préserver. Mais ces missions, on peut les mener que si on peut s'appuyer sur des partenaires de confiance et des partenaires voilà, qui sont présents sur le territoire. Et c'est notamment le cas du CIRAP. Ça me permet une transition parfaite avec toi, Eric, puisque la DCP, c'est le partenaire historique et institutionnel du CIRAP. Mais quels sont les autres partenaires finalement du CIRAP? Oui, la DCP, c'est notre interlocuteur, je dirais, permanent. Hein. Les partenaires du CIRAP, ceux qui ont signé une convention finalement de partenariat et de collaboration, je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où j'ai enseigné pendant 15 ans. Guillaume aussi y a enseigné. C'est pour amener des étudiants de France. Le Muséum national d'histoire naturelle, qui fait beaucoup de travaux qui nous intéressent beaucoup. Ça, c'est pour les francophones. L'Université d'Hawaï, le Bishop Museum, donc qu'on ne présente plus, comme on dit. L'Université de la Polynésie française, accessoirement, et, bien sûr. Et puis, l'Université d'Auckland et l'Université nationale australienne. Je crois n'avoir oublié personne. Donc voilà, ça, c'est le groupe qui se revendiquent du CIRAP, où des chercheurs sont affiliés au CIRAP et cherchent des moyens pour travailler en Polynésie. Donc c'est une force de frappe, si on peut dire, où il y a à la fois des gens qui sont spécialistes. On est tous généralistes, mais on a aussi certains ont des spécialités ou des goûts particuliers. Donc, quand on s'investit sur un programme, eh bien, certains vont faire ça et d'autres vont faire d'autres choses. Et bien sûr aussi, pour trouver des moyens, il va trouver des financements. Bien et sûr. chacun dans son pays va chercher des financements en disant qu'il collabore avec D'autres entités. avec d'autres. Voilà. Et notamment avec des entités qui sont impliquées en Polynésie. Ça, c'est très important aussi pour ceux qui financent les travaux aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, c'est aussi une force pour amener des doctorants ou des stagiaires Comme on sur avait le fait terrain. l'exemple avec Voilà, Paris-Sorbonne. sur le terrain. Ça, c'est très important puisque d'abord, les étudiants apprennent, mais aussi ils contribuent. Hein. Bien sûr. Ils contribuent par leur talent, par leur connaissance et par leur travail. Et parlant justement du travail avec Guillaume, on le voit souvent dans les reportages, ce classique où les archéologues, on fait des trous carrés dans le sol et il y a des ossements et on est content. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, être archéologue. Oui, c'est beaucoup plus de ça, bien plus que ça, puisque bon, l'archéologie, hein, c'est l'étude du passé via les vestiges matériels que les sociétés anciennes ont laissés derrière elles, mais c'est vrai qu'on pense souvent, dans une vision un peu populaire, que les archéologues cherchent uniquement des objets, comme ceux qui sont par exemple ici sur la table, donc des artefacts. En réalité, les artefacts, on en trouve de temps en temps,
mais on cherche aussi d'autres choses, c'est-à-dire d'autres vestiges qui témoignent des activités humaines anciennes. Donc ça peut être des fragments de charbon qu'on va trouver dans un four ou dans un foyer, ça peut être des ossements de poissons, de cochons, de chiens, d'oiseaux, ça peut être des coquillages, etc. Donc tout ça, en fait, constitue le gros de notre travail qu'on va récolter durant les fouilles. Alors les fouilles, ça représente aussi une toute petite partie en fait de notre métier. Ah, c'est On- pas la plupart du travail. Non, c'est pas ben, les fouilles. gens pensent souvent qu'un archéologue passe 365 jours par an sur le terrain, à fouiller dans la jungle, etc. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, la fouille représente peut-être, on va dire, entre 5 et 10% de notre travail. On va aller fouiller sur une île pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines parfois. Mais ensuite, il faut analyser tout ce matériel. Donc c'est là qu'on revient au laboratoire. On a la chance d'avoir nos locaux et notre laboratoire sur le campus de l'université. Et on va devoir traiter ce matériel, c'est-à-dire le nettoyer, l'identifier, l'analyser. Et ensuite, en fonction des spécialités de chacun, on va avoir les charbons qui vont partir chez une de nos collègues en Australie. On va avoir nos spécialistes ici sur place qui vont étudier les ossements de poisson et les coquillages. Les charbons pour faire des datations au carbone 14 vont partir en Nouvelle-Zélande. Donc tout ce matériel va circuler entre les spécialistes pour, au bout d'un moment, qu'on se mette tous ensemble et qu'on puisse reconstituer l'histoire d'un site, l'histoire d'une île, etc. Alors justement, je suis curieux et je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les archéologues, mais parlons des artefacts qu'il y a sur le plateau. Pour le commun des mortels, c'est un caillou, un coquillage et une nacre taillée comme l'hameçon de Maui dans Vaiana. Mais concrètement, ça représente quoi? Est-ce qu'il y a une part d'histoire, de culture dans ces objets, Guillaume? Ben oui, bien sûr. Donc là, on a des matériaux qui sont propres aux îles polynésiennes. Donc on a du basalte, effectivement, ce que tu appelles un caillou. Hein. Donc c'est un basalte un peu vacuolaire qui vient des Marquises, dans lequel les anciens pêcheurs marquisiens ont fabriqué un poids de pêche. Donc il y a une petite gorge au milieu qui permet d'attacher la ligne. Et donc c'est ce qui permettait de pêcher depuis les pirogues. À côté de ça, on a donc des hameçons en nacre de différentes tailles. Mhm. La nacre qui pouvait aussi être échangée autrefois entre les Tuamotu et les Marquises, par Donc, exemple. on voit deux tailles, je suppose, pour des proies différentes. Exactement, c'est des proies différentes, des techniques de pêche différentes. Donc on a un peu toute la gamme qu'on retrouve. Hein. Les hameçons, on en trouve énormément par centaines sur certains sites. On va avoir des gros, on va avoir des tout petits. Donc les gens, ça nous raconte aussi l'histoire de ces pêcheurs anciens qui ont patiemment taillé, fabriqué ces hameçons avec des limes en corail, des limes en épines d'oursin. Ah oui, parce que c'est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas des micromoteurs. Pour pouvoir Non, tailler il tout fallait ça. utiliser ce qu'on avait sous la main. Donc on utilisait le corail, on utilisait parfois des limes en peau de requin ou en peau de raie également. Donc c'est un travail extrêmement fin. C'est des objets qui sont d'une finesse extraordinaire et qu'on retrouve sur les sites. Et puis là, on vous a ramené aussi un coquillage, c'est une petite porcelaine, très commune en Polynésie, mais à la surface de laquelle il y a une petite perforation qui a été faite. Et c'est un ancien éplucheur aux Marquises. Les anciens Marquisiens utilisent ça pour éplucher le fruit à pain, la kumara et d'autres tubercules. C'est un peu comme nos économiseurs modernes, mais ça existait déjà il y a 600 ou 700 ans. Alors on voit que ce résultat permet de mieux comprendre comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils avaient vraiment beaucoup d'imagination. Et justement, je me tourne vers Théotime. La technologie du futur vient aussi préserver finalement le passé. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur les différents modèles 3D? Tout à fait. Alors, les technologies du futur, elles existent déjà depuis quelques années, mais c'est vrai qu'elles deviennent de plus en plus accessibles. Mhm. Donc, par la constitution de modèles 3D, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'utilise particulièrement la photogrammétrie. Alors c'est quoi Donc, la photogrammétrie? justement, c'est de prendre énormément de photographies, que ce soit d'un objet, d'un artefact qu'on retrouve en fouille ou d'une structure entière, Mhm. même parfois à l'échelle ça peut être aussi quelques centaines de mètres carrés ou un hectare aussi, c'est différent. D'accord. Et on prend des photographies avec un fort taux de superposition qui se recouvre donc, en faisant le tour sur différents angles, différentes hauteurs. On se rapproche, on s'éloigne, on fait vraiment tout le tour pour pouvoir ensuite les envoyer dans un logiciel qui va les traiter et aligner les photos de sorte à créer un nuage de points. D'accord. En fait, ça fait un genre de relief avec toutes les photos autour de Exactement. l'objet. Si Ça je dois va- prendre sur mon micro, par exemple, Oui. tu le fais tout autour, ça fait les reliefs et avec ces différents points, ça permet de créer mon micro sur un logiciel, par Oui. exemple.
Et à terme, bon, pour un micro, par exemple, on peut aussi utiliser une imprimante 3D et puis avoir une reproduction fidèle de ton micro en plastique. Ah ouais. Et mais du On coup, va pas faire ça pour les on va pas, artefacts, mais on va pas le faire pour les artefacts ni pour mon micro, mais ça peut être utile pour les différents sites. Par exemple, vous avez déjà fait ça sur un marais? sur des structures comme les marais, mais aussi des structures plus petites qui sont des cystes, donc on pourrait voir ça comme des marais plus petits. Mhm. Mais oui, ça nous permet d'avoir un modèle virtuel qu'on peut conserver sur un serveur ou sur un ordinateur, qu'on peut étudier, puisqu'on a une reproduction fidèle de la structure, qu'on peut étudier au laboratoire ou même ailleurs, pas forcément sur le site. Parle bien devant ton micro pour les prochaines questions, s'il te plaît, Théo. Tiens, on va passer à Natawari. Comment pardon, justement là, depuis la création du CIRAP, comment est-ce que toi tu as vu évoluer l'archéologie depuis même que tu es à la DCP? Est-ce que tu vois les choses évoluer au fur et à mesure? Ah bah oui, heureusement d'ailleurs, hein. Alors moi, ça fait quelques années, effectivement, maintenant que j'occupe un poste à la direction de la culture Mhm. et du patrimoine. Et donc, ne serait-ce qu'en termes de moyens humains, les choses ont quelque peu évolué. Lorsque j'ai commencé, nous étions que deux dans la cellule. Aujourd'hui, bon, on est trois, hein, mais on espère voilà, on espère voir ce chiffre augmenter. En matière d'archéologie, de manière un peu plus générale, avec notamment le CIRAP, on a réussi à établir des programmes scientifiques sur le long terme, notamment sur le site de Tapu Tapu Atea, donc Area Atea, classé donc, hein, sur la liste du patrimoine mondial depuis 2017. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en œuvre maintenant depuis quelques années. Et bon, j'ai bon espoir quand même que les choses vont continuer d'évoluer dans le bon sens, avec des partenariats de plus en plus grands et surtout de plus en plus efficaces. L'idée étant véritablement aujourd'hui de créer une synergie entre on va dire, le service public de l'archéologie et la sphère véritablement scientifique, parce que au sein de la DCP, on a quand même une mission scientifique Mhm. qu'on n'arrive pas véritablement aujourd'hui à mettre en œuvre, et c'est avec l'appui entre autres du CIRAP, mais également d'autres partenaires, que l'on peut voilà, créer cette synergie et faire des choses concrètes sur le terrain, parce que c'est ça qui intéresse finalement les populations locales, c'est de voir Le quand même les résultat. archéologues Hmm. voilà, travailler et restituer leurs travaux. Là, on a eu l'exemple du patrimoine mondial de l'UNESCO avec les marquises, mais Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres disciplines, comme par exemple l'ethnologie, la biologie? Tout à l'heure, Théotime nous parlait de paléontologie. Est-ce que tout ça, ça vient permettre de compléter vos recherches parfois? Oui, c'est vrai que pardon, l'archéologie, on pense souvent que l'archéologie, c'est un travail un peu solitaire. C'est un vrai travail d'équipe. Mhm. Et depuis 20, 30, 40 ans, c'est aussi une discipline qui s'est ouverte aux autres, aux méthodes, aux concepts d'autres disciplines, en biologie, en chimie, etc. Et aujourd'hui, c'est très multidisciplinaire. Donc effectivement, on travaille, par exemple, quand on essaie de reconstituer la pêche au temps ancien, nous, on a dans nos fouilles nos artefacts, nos hameçons, nos poids de pêche, comme on en parlait à l'instant. On a évidemment des milliers d'ossements de poissons également qu'on identifie. Mais ensuite, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin pour comprendre à quel endroit les poissons étaient pêchés, comment ils ont été pêchés. Et donc là, on s'appuie sur plusieurs choses. On s'appuie d'une part sur des biologistes marins qui ont connaissance des écosystèmes marins dans une baie ou au proche large d'une île, Mhm. qui vont nous parler du comportement des poissons. Et donc, en fonction du comportement des poissons, on peut comprendre les différentes techniques. Et puis surtout, on s'appuie, ça c'était le travail d'Éric pendant très longtemps, de s'appuyer aussi sur les connaissances traditionnelles des gens sur les îles qui savent encore pêcher, qui utilisent encore ces techniques traditionnelles quotidiennement. Donc Éric, par exemple, avait fait ce travail d'enquête ethnographique auprès des pêcheurs pour enregistrer ces savoirs et ces savoir-faire dont on voit qu'il y a une continuité dans le temps. Donc on fait aussi le lien entre le présent et le passé. Et quand on met toutes ces disciplines ensemble, eh ben on arrive à avoir une vision un peu plus complexe, un peu plus nuancée des activités quotidiennes d'autrefois. Donc, il y a vraiment un aspect aussi plus social, j'ai envie de dire finalement. Oui, c'est un travail aussi très humain parce qu'on passe beaucoup de temps sur les îles, hein, au contact des communautés. On travaille avec les communes, on travaille avec les associations environnementales et culturelles, on travaille avec les écoles. Donc les enfants viennent nous voir aussi hein, quand on fait des fouilles sur les îles, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de voir des fouilles en vrai sur leurs îles.
Donc on est toujours évidemment en contact avec la communauté, on travaille aussi avec eux pendant la préparation des travaux, pendant la réalisation des fouilles, et puis bien sûr au-delà, une fois que nous on a terminé nos analyses et qu'on a nos résultats, on essaie de mettre ça en valeur avec eux. Donc ça peut passer par la valorisation, la restauration de certains sites archéologiques, la mise en place de petits écomusées sur les îles, comme on l'a fait par exemple à Waouka aux Marquises, etc. Donc évidemment, on travaille aussi avec les gens pour mettre en valeur ce patrimoine culturel, et c'est pas seulement des travaux scientifiques qui restent dans notre laboratoire entre chercheurs. Évidemment, nous, notre travail en tant qu'universitaire, c'est de publier ces résultats. On écrit des articles, on écrit des livres. Mais voilà, les premiers intéressés, c'est aussi les gens qui vivent sur les îles. Donc la dimension humaine est très, très importante. Ouais. Et justement, tout ça, parfois, ça peut créer des vocations. Est-ce que toi, Eric, ça te fait quelque chose de savoir que vous avez commencé le travail à Troyes il y a plus de 20 ans? Il me semble que le CIRAP, c'est 2006, 2007, quelque Oui, chose comme ça, 2007. mais vous aviez commencé Oui, bien oui. avant. D'abord, d'autres avaient commencé avant nous, hein, ouais, bien sûr. Hein, les plus anciens se souviennent des noms des Maury, de Sinoto, de Garanger et tout ça. Donc bon, on est dans une suite. Hein. Bon, on a quand même la volonté, et je crois la réussite d'avoir augmenté un peu le nombre de gens et le travail, la quantité de travail qui peut être faite. Mais quoi qu'il se passe, on s'inscrit dans une lignée, si je puis dire. Donc bon, après, on a créé le CIRAP. Ça veut dire que d'autres collègues ailleurs ont aussi eu des étudiants qui ont fait des thèses et qui ensuite, comme Guillaume, s'inscrivent dans la même lignée et ont déjà d'ailleurs des doctorants et tout ça. Donc voilà, ce dont on peut se satisfaire, c'est que la chaîne n'est pas interrompue et qu'au contraire, Elle continue. ça prend plus d'ampleur. Ça, c'est vraiment l'avantage. C'était pas tout à fait gagné, hein, parce que quand Garanger a pris sa retraite à Paris 1, à la Sorbonne, en 1995, il était le seul enseignant d'archéologie avec moi dans tout le système universitaire français quand même, hein, et finalement européen. Donc, en ayant été le remplacer là-bas pendant 15 ans, et avec Guillaume aussi ensuite, et un autre collègue, on a assuré la permanence de cet enseignement. Et maintenant, voilà, on en récolte les fruits et je compte bien que les fruits vont continuer à être très profitables, hein, bien sûr. Et de longs jours encore pour le CIRAP. Et pour terminer notre émission, en 2 ou 3 phrases, Anatawari, quelle est toi ta vision, que ce soit au sein du CIRAP, de la DCP, voire même les deux, de la coopération entre tous les chercheurs locaux et internationaux pour continuer à protéger et valoriser le patrimoine culturel polynésien? Alors, En 1 ou 2 phrases, c'est vrai que ça fait un peu ouais, court. en une ou deux phrases, ça fait beaucoup. Non, simplement, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour la Polynésie française aujourd'hui de structurer davantage en fait la discipline de l'archéologie, bien qu'elle le soit d'une certaine manière, mais il y a peut-être certaines choses qui pourraient encore évoluer pour permettre une amélioration, je pense, des conditions de réalisation de notre métier. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, la Polynésie, c'est un espace aussi vaste que l'Europe. Et en matière de service public, voilà, moi, je parle en tant que, là, avec ma casquette DCP, il y a des choses qui restent encore à améliorer. Mais j'ai quand même bon espoir, hein, que les choses évoluent dans le bon sens, avec notamment l'arrivée, en tout cas la poursuite du travail de Guillaume au CIRAP. Mhm. Et donc, ouais, on est quand même confiant. Ouais. Il y a une belle marge de manœuvre pour la Voilà. suite. Mm. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Il y a une dernière phrase que j'aimerais pouvoir ajouter, que je trouve très belle. L'archéologie n'érige rien, mais elle redresse ce qui s'écroule. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. En vous teasant un petit peu, il y aura aussi le CIRAP pour la fête de la science, mais on en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée et bon week-end avec à 18h votre V à Tahiti. Maururu itotatou farerira. Trahuma parheana.